Informer, éduquer, divertir, telles sont les missions premières du journaliste Naya TV, fidèle à son engagement d'accompagner les Camerounais dans leur développement intégral. Élargit sa gamme d'offres en termes de contenu et d'émissions à retrouver désormais sur nos différentes plateformes digitales. Bienvenue au tout premier numéro de ce nouveau programme intitulé Sans tabou, l'interview sans langue de bois et bien sûr dans le respect des canons du métier pour édifier l'opinion sur divers pans de la vie au Cameroun, notamment la politique, la société, le sport, le divertissement, l'économie, la culture, entre autres. Dans un instant, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Place à notre premier invité. Le tout premier invité de Sans Tabou sur Naya TV est un homme politique qui a subi la terreur du système révolutionnaire engagé. Il a fait la prison pour ses prises de position au Cameroun, prison orchestrée bel et bien par l'ordre établi de Yaoundé. Exilé mais amoureux de son pays, il rêve de la refondation du Cameroun dès octobre 2018. Il a créé plusieurs mouvements, plusieurs partis politiques au Cameroun, notamment le parti panafricaniste proche de l'Union des populations du Cameroun. Il a également créé le mouvement pour la démocratie et l'indépendance, le MDI. Dominique Djekam Tchameni, merci de nous recevoir sur Sans Tabou. Bienvenue à cette émission. Merci de m'avoir invité, M. Kamanga. Comment vous allez? Je vais très très bien, vous-même. Ça va, nous sommes honorés de vous avoir en face de nous, surtout sur Naya TV. Alors, dites-nous, vous êtes parti du Cameroun à plusieurs reprises et vous êtes revenu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un engagement politique, je dirais, assez précoce, qui m'a amené tout aussi précocement en prison politique. Dès 1988, je connais la prison et par la suite, je connaîtrai l'exil en 1991, de 91 à 96. Donc cela est le résultat d'un parcours idéologique que j'ai eu. Et vous revenez au Cameroun, vous n'avez pas peur d'être enfermé une fois de plus, puisque vous maintenez votre position depuis toujours. Il faut que le Cameroun change, absolument. Vous savez, dans la lutte politique, une chose qu'il faut savoir faire, c'est de lire les rapports de force. Un gouvernement, quelle que soit sa férocité, n'a pas toujours la capacité de tout faire à tout moment. Le contexte international et national lui permet de faire ceci ou de faire cela. Au moment où je reviens, le Cameroun est en difficulté et ne peut plus se permettre d'être aussi répressif qu'il l'était dans les années 91, encore moins dans les années 88. Donc j'ai lu la situation et j'ai décidé que je pouvais revenir à ce moment-là. D'entrée de jeu, pour le bonheur de nos téléspectateurs, il convient de rappeler qui est Dominique Djekam Tchameni. Je rappelle que vous avez 64 ans. Oui. C'est bien cela, vous êtes né le 1er mars 1961 à Baré, c'est dans le Mongo, tout près de Konsamba. Vous êtes ingénieur, vous êtes entrepreneur et vous êtes également informaticien. Bon, je suis effectivement né à Konsamba. J'ai fait des études d'économie à l'université de Yaoundé jusqu'en 1982. Je suis allé aux États-Unis faire un MBA. Et par la suite, pratiquement tous les 5-10 ans, je repars à l'école. Je suis ensuite allé faire des études en gestion politique à George Washington University. Je commençais un doctorat en gestion de la connaissance à l'Université d'Afrique du Sud. Et tout dernièrement, j'étais à Columbia University pour faire un postgraduate en transformation digitale. Voilà, et vous avez quand même la particularité, Djekam Tchameni, d'être le tout premier à penser un ordinateur tropicalisé et qui répond au nom de l'Afrique. Absolument. En une seconde, expliquez-nous. Très rapidement, quand je reviens en 1982, je reviens avec deux micro-ordinateurs et je me rends compte que si je les faisais fonctionner dans le climat ambiant tropical fait de chaleur, de poussière, d'humidité, ils avaient des pannes à répétition. Alors je me demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on se met à réfléchir avec un groupe d'amis, voir comment, au lieu de climatiser toute la salle, on pourrait climatiser l'ordinateur, l'adapter à notre contexte.
Et donc, cette aventure nous amène à créer la société qui s'appellera l'Intelligence Artificielle Inc. en 1986. Et dès 1987, donc, on lance nos propres ordinateurs qu'on a conçus. On va à Taïwan acheter les pièces, on les ramène ici pour les monter. Et vous avez donc créé Intela, voilà. une entreprise qui travaille dans la gestion des systèmes informatiques. Elle avait deux départements, un département hardware qui montait les ordinateurs, un autre qui concevait les logiciels. Laquelle structure a été détruite dans le feu de l'action par des militaires en 1991, le 4 août 1991. Ce qui vous pousse à l'exil. C'est à ce moment-là, effectivement, que j'entre en clandestinité. Et après avoir échappé à 2 tentatives d'assassinat, je suis obligé de prendre l'exil. Vous partez au Burkina Faso. Et je vais au Burkina Faso. Alors, vous êtes quand même, oui. vous avez quand même cette particularité d'avoir fait pratiquement le tour du monde, parce que vous faites vos études aux États-Unis, après vous revenez, vous connaissez très bien le Burkina Faso, vous connaissez très bien l'Afrique de l'Ouest de manière globale. Oui. Vous avez connu particulièrement Blaise Compaoré, et il y a cette histoire de cassette qu'il vous remet comme une forme de commission, et une fois arrivé sur place au Cameroun, vous êtes arrêté, vous passez 8 mois à la CEMIL, puis 9 mois à la brigade mixte, et puis vous êtes condamné à 3 ans de prison. Oui, bon, donc ça pour le comprendre, il faut repartir un peu dans mon histoire militante. Quand ma vie militante commence de façon structurelle à l'université de Yaoundé dans le cadre d'une cellule clandestine marxiste à l'époque. On était sous Aïdjo, et là on est en train de parler des années 1979. Et il était hors de question. D'ailleurs, on vous mettait en prison si on vous trouvait en train de lire des livres qui étaient interdits. Or, à l'intérieur de cette cellule, justement, on lisait ce genre de livres interdits. C'est le Capital de Karl Marx, de la contradiction de Mao, Lénine et bien Que faire par Lénine, Che Guevara, la guerre de guérilla, des choses comme ça. Et c'était une cellule où on apprenait. On nous enseignait que la révolution est une science et qu'elle nécessite d'avoir une intelligence froide dans un esprit passionné. Donc j'ai eu aussi une très très bonne formation révolutionnaire que j'ai complétée par la suite quand je vais aux États-Unis en rejoignant le All African People's Revolutionary Party, qui est une organisation créée par l'ancien mari de Miriam Makeba, qui a vécu au Ghana et qui était le secrétaire particulier de Kwame Nkrumah et qui s'est appelé lui-même, il s'appelait à la naissance Stokely Carmichael, et il a pris le nom Kwame Touré, donc le nom de Sékou Touré et de Kwame Nkrumah, combiné. Et donc aux États-Unis, il avait créé une organisation panafricaniste que j'ai rejoint pendant tout mon séjour. Et dans toutes ces organisations, on nous apprenait non seulement à faire de la théorie révolutionnaire, mais à être capable de mettre en pratique ce que l'on faisait. Donc, à l'université de Yaoundé, on nous enseignait comment faire une grève et la rendre effective. Et quand je rentre maintenant... Ça, c'est bien dans le cadre de votre cercle privé. Du cercle clandestin, oui. Mais maintenant, quand je rentre, je suis adulte. Maintenant, c'est dans la vie commune. Il faut faire une organisation clandestine, parce que quand je reviens au Cameroun, en 1982, il n'y a pas de démocratie. Donc là, on met en place une organisation clandestine qui s'appelle le P2. Et c'est dans le cadre de cette organisation clandestine que je me retrouve au Burkina Faso à rencontrer Thomas Sankara, puis Blaise. Quel était l'objectif du P2 ? C'était de démocratiser le Cameroun et de sortir de l'ornière du néocolonialisme français. C'était ça. La plupart des organisations clandestines à l'époque avaient cet objectif-là. C'est-à-dire, nous estimons que le Cameroun n'était pas complètement libéré et qu'il fallait mener des actions clandestines pour le libérer complètement de la France et de ses valets locaux, comme on les appelait à l'époque. Vous êtes Djekam Tchameni, vous dites, puisqu'il y a un ouvrage qui a été fait sous forme de biographie sur vous, vous êtes comme celui qui sacrifie sa vie pour la révolution, mais on a l'impression que vous êtes quand même un peu têtu, parce que depuis le lycée polyvalent de Bonabéry, vous aviez 12 ans, vous avez créé des mouvements qui ont failli tourner en dérision à l'université à l'université de Yaoundé. Vous créez ce club clandestin marxiste léniste, c'est ainsi qu'on l'appelle. Est-ce que vous n'êtes pas né pour la révolution?
Possiblement. Dans tous les cas, j'ai des convictions qui sont restées constantes depuis mon jeune âge. Je suis un souverainiste, c'est-à-dire que j'estime que chaque pays a le droit d'avoir une indépendance totale et de pouvoir prendre en toute autonomie et en toute connaissance de cause des décisions qui sont dans leur intérêt. Donc, à ce titre, je suis contre le néocolonialisme. Je suis également panafricaniste dans le sens que je pense que l'Afrique balkanisée telle qu'elle est aura plus de difficultés à en sortir que si elle s'unit sous une forme de confédération ou de fédération et qu'elle le fasse immédiatement. Et je suis également socialiste, c'est-à-dire que je crois que l'État doit jouer un rôle important dans l'économie et s'assurer d'une relative égalité sociale et de prendre soin des couches les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, etc. Donc voilà globalement ma ligne idéologique et qui reste constante et qui va donc prendre des formes de lutte qui correspondent chacune à son époque. Donc quand on nous interdisait de le faire ouvertement, on est entré dans la clandestinité. Bon, quand grâce à cette lutte dans la clandestinité, on a pu forcer le pouvoir à ouvrir le jeu. J'ai créé Cap Liberté avec certains amis, une organisation non partisane qui visait à approfondir cette ouverture démocratique qu'on a pu avoir. Et Cap Liberté a été instrumental dans non seulement l'organisation des villes mortes, mais également la formation de l'Union pour le changement, qui a obtenu en 1992 39% des voix, même si le pouvoir ne lui concède que 36%. Mais malheureusement, tout cela amène le pouvoir à cibler sur moi et je suis obligé d'aller en exil. Mais ça ne change pas mes convictions. Au contraire, quand je suis en exil, je continue de travailler. Je suis au Burkina, en effet. Ça me permet de prendre contact avec beaucoup de chefs d'État et beaucoup de mouvements progressistes d'Afrique, de manière à ce que quand je reviens ici, je suis encore plus expérimenté. Et donc, la lutte continue, quoi. Voilà donc pour le profil de l'homme. Je rappelle que pour 2025, vous êtes le porte-flambeau du manifeste pour la révolution et la refondation du Cameroun. Nous aurons l'occasion d'en parler. Nous avons donc eu, mesdames et messieurs, l'occasion de savoir de manière brève qui est Dominique Dieu-Kam Tchamenyi. On se retrouve dans un instant seulement pour explorer de fond en comble l'idéologie, le cadre politique et surtout les convictions de Dominique Dieu-Kam Tchamenyi qui rêve d'un Cameroun nouveau dès octobre 2025. Retour sur ce plateau, je rappelle que vous écoutez la toute première édition de Sans Tabou sur Naya TV et notre invité n'est personne d'autre que Dominique Dieu-Kam Tchamenyi. Il est donc le porte-parole du manifeste pour la refondation du Cameroun, président du MDI entre autres, et puis il a été acteur vivant des villes mortes et bien sûr des mouvements socialistes au Cameroun dans les années 90. Dieu-Kam Tchamenyi, vous avez créé le P2, vous êtes donc venu au Cameroun et puis vous avez fait la prison et malheureusement en prison vous avez perdu votre fils qui s'appelait Chroma, paix à son âme. Mais dites-nous, au début des années 90, qu'est-ce qui vous motive clairement à dire on veut que tout bascule au Cameroun? En 90, ça faisait pratiquement 10 ans que 5 organisations, enfin plus de 10 ans d'ailleurs, que de nombreuses organisations dans la clandestinité essayaient d'amener le régime à ouvrir. Parce que vous savez que la constitution du Cameroun n'a jamais véritablement exclu le multipartisme. Parce que toutes les constitutions du Cameroun, depuis la naissance du Cameroun, ont un article dans lequel on dit les partis politiques avec S concourent à l'expression du suffrage. Mais en 1966, Ahidjo réussit à forcer tous les partis à entrer dans ce qu'il appelle, il n'ose pas appeler parti unique. Il dit que c'est un parti unifié. Mais il n'y met pas tout le monde, naturellement, sont exclus de cela l'aile révolutionnaire de l'UPC. Il y a une section de l'UPC, Soumaï Matip, qui entre dans l'UNC.
Mais les vrais révolutionnaires, eux, n'entrent pas, ne participent jamais au régime et continuent à mettre une pression pour que le système s'ouvre. Bon, quand en 1970, Ernest Ouandi est arrêté, ça met fin à la phase de la lutte armée qui avait commencé en 1955. On entre maintenant dans une autre phase qui est lancée en France par des illustres personnages comme les Wugli Massaga, Nkoko Priso, Makit, etc., Kwisse. Il lance le manifeste pour la démocratie au Cameroun, Manidem. Et c'est dans cette vague et clandestinement travaille pour élever la conscience des peuples camerounais, pour les amener à contester pour que le Cameroun retourne à la démocratie. Et c'est dans ce vaste mouvement-là qui commence dans les années 73 que, à mon jeune âge, je suis plus ou moins contacté par les réseaux clandestins de l'UPC et qui vont donc conduire petit à petit à cette cellule clandestine à l'université quand j'ai l'âge de 17 ans, 18 ans, et qui vont donc faire que quand je vais aux États-Unis en 82, je reviens en 85-86, mais je suis bien trempé dans mes convictions. Il faut que le Cameroun s'ouvre. C'est pas possible qu'on continue d'être une dictature. Et donc nous formons le P2 qui est une organisation clandestine et qui pousse pour ça. C'est ça qui nous amène à... et on arrive donc dans les années vers la fin des années 90, début 89, début 90, on bénéficie d'un contexte international favorable à la démocratie. Chute du mur de Berlin. Les mouvements dans la clandestinité, et il y en avait 5. Je vais vous les citer. Il y avait l'UPC historique, il y avait l'UNDPC de Bello, il s'était réfugié au Nigeria. Il y avait le FPC de Guérandi, qui lui s'était réfugié au Burkina Faso. Et que vous avez rencontré d'ailleurs plusieurs fois. Que j'ai rencontré justement, il y avait le P2, et il y avait les cellules à ce moment plus ou moins clandestines de ce qui deviendra par la suite le SDF. Et tous ces mouvements-là, on se rencontrait dans la clandestinité, on travaillait avec pour un objectif, c'était d'amener le pouvoir à céder. Et début 90, donc, on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. On obtient comme baron, personnalité intègre, bâtonnier de son État, Yondo Black accepte de prendre la tête de ce mouvement-là. Mais malheureusement, les services de renseignement sont tellement bons qu'ils arrêtent tout le monde avant même qu'ils aient pu à se déclarer comme parti. C'est comme ça que le 11 février, Yondo Black il est arrêté avec Anissé Ekane, Henriette Ekwe, Moukon et Feuco, enfin tous ces gens-là. Et ils viennent me retrouver à la BMM où j'étais déjà depuis peut-être 17 mois. En fait. Alors, vous êtes également un acteur de l'Union pour le changement qui a porté comme candidat à la présidentielle de 1992 Ni John Frondi. Qui a gagné, qui a remporté l'élection de 92? Il est important pour vos téléspectateurs de voir un peu la suite dans l'histoire, parce que quand on arrête Yondo Black en 90, c'est le début véritablement de l'éclatement des années de ce qu'on appelle les années de Brest. Oui. Donc, février, on les arrête, mais le pouvoir, sous la pression, est obligé de nous libérer en août 90. Mais entre-temps, les cellules clandestines du SDF, Biya, quand il arrête Yondo Black, les avocats se lèvent et pointent sur l'article de la Constitution qui dit les partis politiques avec S. Alors lui, pour s'en sortir, il dit non, eux, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils voulaient créer un parti politique. Alors les cellules du SDF disent tant mieux, on va le prendre au mot, et ils déposent donc le 26 mars une demande de création de parti politique. L'administration est coincée. Elle ne peut pas dire non, puisque le président vient de dire que ce n'est pas interdit de créer un parti politique. Et 2 mois après, ils ne répondent toujours pas. Mais les règles sont claires dans l'administration. Si après 2 mois,
l'administration ne répond pas, c'est réputé qu'ils sont d'accord. Vous pouvez le 26 mai, donc, John Fundi lance donc le SDF à Bamenda, oui. Avec les morts qui s'en suivent. Ça crée encore le tollé. L'arrestation de Yondo avait déjà suffisamment créé de tollé comme ça. Les morts de Bamenda, c'est encore plus de pression. Donc en août, on est libéré et on lance donc immédiatement à la sortie de prison la coordination de tous les partis politiques et associations qui maintenant sortent à la lumière et se disent on va essayer, on a eu une brèche, on va essayer de l'élargir. Alors, il y a donc cette grande coalition qui se forme, qui se constitue avec le temps. Et voilà. En 1992, Ni John Frondi est choisi comme candidat de l'opposition pour affronter Olia. On va avancer avec votre permission parce que nous devons être précis et concis pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre et de comprendre surtout l'essentiel. Cette coalition porte Ni John Frondi, candidat de l'opposition en 92. Question, qui a remporté dans les urnes à cette élection? Nous avions obtenu, dans le cadre de l'Union pour le changement, a obtenu, je crois, 19 200 PV et qui montrait clairement que notre candidat avait gagné avec 39% contre 36% pour M. Biya. Et comme c'était, je crois que M. Bello avait obtenu en 17 et 20%, je ne me souviens plus très bien, et c'était une élection à un tour, majorité simple, remporté. Oui. Mais c'est le Conseil, la Cour suprême a déclaré M. Biya vainqueur. Et d'ailleurs, avec tellement de réserves que tout le monde a compris que le président de la Cour suprême n'avait pas le choix. Et puis, à votre niveau, vous avez plusieurs plans à l'issue de l'élection présidentielle de 1992. Le plan A, si Ni John Frondi remporte l'élection, il est porté à Itoudi. Le plan B, si ça ne marche pas, vous passez à la révolution. À autre chose. Et du coup, Ni John Frondi ne vous a pas suivi dans votre plan B, qui était donc de prendre le pouvoir par la force. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il vous a trahi? Je dois dire une chose d'abord, c'est que il faut que l'histoire retienne que les résultats qui ont été obtenus en octobre, à la présidentielle d'octobre 1992, sont le résultat d'une coalition, d'une coalition bien montée, l'Union pour le changement. Ce n'était pas une victoire du SDF, encore moins du candidat John Fundi, qui d'ailleurs avait été choisi bien après que l'Union pour le changement ait fait un programme de transition de 2 ans. Et après que le cardinal Toumi n'ait pas accepté d'être notre candidat. Bien, donc ça, je le mets là, c'est très important pour l'histoire. Maintenant, le cardinal Toumi ayant refusé, on est obligé plus ou moins de choisir quelqu'un selon certains critères, un peu à la va-vite, et on jette le dévolu sur le candidat Fundi et on met tous l'effort, un effort extraordinaire de nombreuses organisations et associations pour porter notre candidat et nous gagnons. Mais nous avions en vue, c'était possible que ce candidat gagne et que le pouvoir fasse ce qu'il a fait, qu'il se déclare vainqueur. Et à ce moment-là, il fallait entrer dans une deuxième phase de mobilisation populaire et qui pour contraindre le pouvoir à accepter cette victoire. Parce qu'il ne suffit pas de gagner l'élection présidentielle, il faut aller prendre la présidence. Et de ce côté-là, malheureusement, notre candidat n'a pas toujours été à la hauteur. Maintenant, les gens peuvent dire que toutes les conditions n'étaient pas remplies, mais ce que je sais, c'est que moi, j'avais été envoyé pour obtenir du soutien de certains chefs d'État que je ne vais pas nommer ici, pour qu'ils nous aident sur le plan diplomatique et même possiblement sur le plan militaire, pour créer un rapport de force qui permettrait de pouvoir consolider, faire respecter la volonté du peuple. Et c'est à ce niveau-là, M. Fundi, non seulement même à l'intérieur du pays, n'a pas accepté que les avocats, et le maître Akere, il est vivant, il faut confirmer ce que je dis. Ils ont voulu contester et M. Fundi a demandé non, de ne pas le faire. Les gens ont voulu lancer le mot d'ordre de sortir dans la rue. Il a dit non, il ne veut pas que les gens sortent dans la rue. Et quand on a voulu lancer le plan B,
Je l'ai rencontré en janvier 1993 à Washington, D.C., où il était parti à l'occasion de l'investiture de Bill Clinton. Je l'ai rencontré et je lui ai dit, tout est prêt de mon côté, on fait quoi? Il a dit non, il faut aller dire à ses chefs d'État de m'envoyer de l'argent. Profondément déçu. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un demande de l'argent quand on est en train de parler de choses sérieuses comme le pays tout entier. Il aurait fait quoi de l'argent si on lui en donnait? Bon, il a eu de l'argent finalement, mais bon, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais j'étais profondément déçu et je vous dis, c'était la dernière fois que je l'ai rencontré. Tellement j'étais déçu. Parce qu'on avait fait un effort monstrueux, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur du pays, pour essayer de faire bouger les lignes. Même si on n'avait pas eu la présidence, on aurait pu avoir changé les rapports de force et obtenir que le système dictatorial lâche du lest. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, le chemin faisant, le système s'est renforcé. Il s'est complètement renforcé. Si bien qu'aujourd'hui, on a en face de nous un système vampirique qui est là, qui a tous les députés, pratiquement, qui a toutes les régions, etc. C'est-à-dire on s'est affaibli avec le temps plutôt que de se renforcer. Puisqu'en 1992, vous constituez une force efficace pour pouvoir renverser les tendances, y compris au Parlement, et malheureusement, plusieurs députés démissionnent également par la suite dans les rangs de l'opposition. Vous vous sentez comment en ce moment? Trahi ou simplement déçu? Beaucoup de choses se sont passées et il faut reconnaître que beaucoup d'erreurs ont été faites. Même de mon côté, je reconnais la part d'erreurs que j'ai faites et celles que l'opposition a faites dans le sens général. La première erreur était de tomber dans le messianisme politique, c'est-à-dire de construire la personnalité des leaders, des chefs de partis politiques, là, en faire des demi-uges. Ça, c'était une erreur extrêmement grave. Quand vous tournez un chef de parti politique en un demi-uge, ce que vous faites, c'est que vous déresponsabilisez les militants. Normalement, tout repose sur la personne. Ouais, tout le monde commence à dire bon, on va compter sur lui. Et c'était le genre de discours les femmes so agogo fait tout dit ketchta small probia moufi foitier. Donc c'est de la foutaise. En politique, il n'y a pas un homme qui va venir faire quoi que ce soit. Et ce qui est grave, c'est que vous voyez depuis 2018 une recrudescence du messianisme politique. Les gens sont ignorants, ils ne s'inscrivent pas sur les listes. Ils ne prennent même pas les cartes des partis politiques et se disent qu'il reste du changement, que le chef de parti politique, là, qu'il est grand, il est fort, il va nous libérer. C'est un rêve utopique. C'est une extrême mauvaise chose et qui malheureusement est encouragée par certains chefs de partis politiques. Ça flatte leur ego, mais ça ne permet pas d'avancer. C'est un peuple éduqué politiquement, organisé sérieusement, particulièrement dans le cadre de la société civile, qui apporte des changements de grande nature. Alors, Dominique Diokam Tchameni, vous êtes donc déçu, vous repartez aux États-Unis, vous repartez en exil, vous revenez en 1996 et en 1997, vous vous portez candidat à l'élection présidentielle. Curieusement, 2 jours avant, vous renoncez à votre candidature sous prétexte qu'elle n'était pas opportune. Est-ce que vous n'avez pas là laissé le champ libre au candidat Paul Biya de gouverner à volonté, vous qui dès le début luttez contre cette idéologie, contre cette manière de faire? En 2000, je reviens en 1996 et effectivement j'essaye de travailler avec les chefs de partis politiques qui depuis 1993, c'est-à-dire Froundi avait cassé l'Union pour le changement et maintenant chaque parti, les partis allaient en rang dispersé. Donc on a fait tous les efforts en 1997 à 2004 pour essayer de les coaliser. Et c'était toujours compliqué. Les gens trouvaient toujours des excuses en dernière minute pour casser la coalition. Les gens ont beau accuser le pouvoir qu'il donne de l'argent, mais moi je n'y crois pas. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je crois que c'est des gens qui sont pas souvent à la hauteur de leurs convictions et qui ne comprennent pas qu'il y a des moments où on doit s'effacer pour le bien commun. Donc en 2004, je me présente à l'élection présidentielle, mais j'ai un but précis. L'élection présidentielle à l'époque vous permettait d'avoir 3 minutes de télévision pendant 15 jours, 10 minutes à la radio nationale pendant 15 jours, et autant de temps que vous vouliez aux petites radios
Parce qu'à l'époque, il n'y avait que la CIATV. Donc, vous donnez autant de temps que vous vouliez aux radios locales. Là. Bon, et la caution, c'était 1,5 million. Nous avons fait notre calcul. Nous avons envie de passer un message, de profiter de cette élection présidentielle pour passer un message. Et à 1,5 million, on a tout ça. C'était pas grand-chose. C'était une excellente affaire. Quel est le message que je souhaitais passer à cette élection? C'était de dire au peuple camerounais que vous êtes le détenteur ultime du pouvoir et que vous pouvez à tout moment faire basculer les choses. Ne croyez pas que le seul moyen de changer, c'est des élections organisées par le dictateur. Vous pouvez le changer par plein d'autres méthodes et j'exposais ces méthodes, ce qui m'a valu d'ailleurs d'être suspendu de télévision. Flo Mendoza m'a dit, vous ne venez plus là, ma télévision, parler, alors que j'étais candidat. Et donc, quand je ne pouvais même plus parler, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. D'ailleurs, j'ai annoncé tout simplement que je ne pouvais pas continuer à donner ma caution morale à cette mascarade. Je me suis donc retiré 2 jours avant les élections. Là, nous sommes en 2004, pas en 1997. Non, pas en 97, en 2004. Oh, en 97, vous... C'était à l'élection législative. Voilà. Que j'ai participé à l'élection vous avez participé aux élections législatives. Vous avez laissé... John Frondi, personne ne s'est présenté à la présidentielle et vous avez laissé le régime en place poursuivre avec la gestion des affaires. Il y a eu des élections effectivement en 92, il y en a eu en 97. Je ne me suis pas présenté à l'élection de 97, on n'était pas prêt. On venait juste de créer d'ailleurs le MDI, le ROC MDI. Donc je ne peux pas vous parler beaucoup de l'élection présidentielle de 97, sauf pour vous dire que les résultats commençaient à chuter. C'est-à-dire qu'on était parti de 36% que le pouvoir nous avait concédé à tomber dans les 17%, ensuite 11%, ensuite 3%. Alors, Dominique Diokam-Tchameni, lorsque vous regardez ces années de braise, ces luttes pour les libertés civiles, sociales et politiques, et vous regardez le Cameroun de 2025, qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui a changé en 2025, c'est que le contexte international est plus favorable au changement. C'était aussi le cas en 90? Oui, c'était le cas en 90. Mais vous avez raté le train des opportunités. On a raté le coach à ce moment-là. L'histoire nous redonne une autre opportunité en ce moment parce que le contexte international qui voit la baisse de l'influence de la France, même dans notre économie, la France contrôlait 40% de notre économie, elle est à 10% à peine aujourd'hui, même si elle continue de contrôler le franc CFA. L'Occident est en ballottage avec l'émergence d'autres puissances, notamment les BRICS. Donc du coup, il y a une opportunité pour ceux qui veulent un changement au Cameroun de pouvoir l'effectuer sans rencontrer une résistance farouche de la part des néocolonisateurs. Deuxième chose, c'est que sur le plan interne, le monarque est vieillissant et les luttes internes de succession créent une opportunité, encore une fois, pour pouvoir apporter un changement de bonne qualité. Voilà ce qui, je peux dire, a changé. Et c'est donc l'objet de la 3e partie de cette édition, je le rappelle, sans tabou, le tout premier numéro sur Naya TV. Notre invité, c'est donc Dominique Diokam-Tchameni, homme politique, entrepreneur, informaticien, ingénieur, entre autres. Nous parlerons donc avec lui dans les toutes prochaines secondes de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et bien sûr des ambitions parce qu'il porte avec lui l'Alliance pour une transition pacifique, l'Alliance de la transition refondatrice qui a donc sorti un manifeste et nous aurons donc l'occasion d'éplucher tout cela. À tout de suite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat,
la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Retour sur ce plateau de Sans Tabou, notre invité Dieucam Tchameni. 2025, nous y sommes. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Vous, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? C'est une question fermée. Il y a déjà 20 candidats. Je ne pense pas qu'on gagnerait à avoir un 21e candidat. Mais toujours est-il que, en fait, la réponse n'est pas aussi simple que ça parce que nous avons encore le temps de choisir le candidat consensuel. Ce qu'il nous faut, c'est un candidat consensuel. Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas de raison de s'auto-exclure. À titre personnel, vous ne voulez pas être non, je pense que c'est indécent dans le contexte actuel où la chose importante à faire, c'est de faire une offre politique au peuple camerounais. De vouloir mettre des personnalités en avant. Ce qu'on devrait faire, c'est d'abord de trouver l'offre politique qui peut mobiliser la population et ensuite trouver l'acteur qui est le plus à même de porter cette offre politique. Donc vous restez sur votre idéologie que vous avez développée il y a plus de 20 ans, trouver des hommes capables de porter des idéologies qui prônent l'intérêt général et non qui portent sur une personne. Sur une personne, absolument. C'est-à-dire que je reste convaincu que ce qui peut mobiliser le peuple, c'est une idée et non pas des personnalités. Et vous avez donc mis sur pied l'Alliance pour la transition refondatrice avec un manifeste qui vise à préparer une transition de 3 ou 4 ans après l'élection présidentielle. Oui. Pourquoi une transition après l'élection présidentielle? Nous sommes arrivés, après étude de la situation du Cameroun, à la conclusion que le pays est dans un état de délabrement avancé, où tout est à refaire. Et quand vous avez une maison qui est dans un tel état de délabrement, vous ne pouvez pas vous permettre de discuter de la couleur, de la peinture au mur ou des rideaux à mettre à la fenêtre. Parce que c'est ce que les partis politiques font. C'est-à-dire que si vous avez un pays qui a une bonne fondation, alors un parti politique va venir, va vous dire, écoutez, on va peindre le truc en rouge, en blanc, etc., etc. On va changer les rideaux, des choses de ce genre. Mais quand la fondation est mauvaise, alors vous devez refonder le pays. Vous devez créer une nouvelle fondation. Et cet acte de refondation, c'est lui qui nécessite une période transitoire où ensemble toutes les forces politiques, toutes, aussi bien celles qui se disent de l'opposition que celles qui se disent du pouvoir, s'assoient, se donnent un temps pour élaguer et donner au pays une base nouvelle sur laquelle ce pays peut s'en aller. Donc c'est ça notre conviction au sein de l'Alliance pour la transition refondatrice. Et donc nous avons conçu un manifeste qui dit clairement qu'est-ce que nous voulons faire. Quelle est la stratégie à mettre en place pour non seulement qu'est-ce qu'on fera si effectivement on gagne l'élection sur cette plateforme. Première chose, c'est d'appeler des assises nationales où on fera le bilan du pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. On nommera un premier ministre de transition avec un gouvernement d'union nationale qui, lui, va donc mettre en œuvre des grands chantiers, refonder le citoyen camerounais, c'est-à-dire définir pour le citoyen camerounais c'est quoi être camerounais. Est-ce que nous sommes une nation ou est-ce qu'on est un conglomérat d'ethnies qui attendent la première occasion pour se charcuter? Est-ce qu'on est des francophones, est-ce qu'on est des anglophones ou alors est-ce que nous sommes simplement des Africains? Donc il faudra refonder le citoyen, donner un sens au mot camerounais. Il faudra refonder toutes les institutions, revoir tous les codes, pas seulement le code électoral, tout le monde ne fait que parler du code électoral, mais le code de la famille, le code pénal. On aura l'occasion de rentrer dans les détails de votre stratégie. Mais Dieucam Tchameni, est-ce que ce n'est pas un peu du pipeau? Vous dites nous gagnons, voici ce que nous faisons. Vous avez dit personne
pris à part, dans un seul parti politique, ne peut vaincre le régime en place, c'est-à-dire le RDPC. Oui. Alors, au vu de ce qui se passe au niveau d'Elections Cameroun, du Conseil constitutionnel, est-ce que vous pensez que quelqu'un est aujourd'hui capable de vaincre ce RDPC? Mais non, justement. Fût-il d'un seul parti politique, fût-il appartenant à votre coalition, à une alliance quelconque? Les seules personnes qui peuvent renverser ce régime, c'est le peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne peut se mobiliser que s'il y a une offre mobilisatrice. Et le peuple nous dit tous les jours que si vous venez en rang dispersé, nous, on ne va pas se mobiliser. C'est ce que ce peuple fait depuis. C'est-à-dire que regardez toutes les élections, déjà un nombre très peu de gens s'inscrivent sur les listes. On a une population de votants qui tourne entre 12 et 15 millions. Il n'y a que 6 à 8 millions maxi. J'espère qu'on va atteindre même les 8 millions là cette année qui s'inscrivent sur les listes. Mais remarquez autre chose. Il y a un taux d'abstention d'environ 40% pratiquement à toutes les élections. Donc cela veut dire que l'offre politique de ceux qui disent être des opposants aujourd'hui ne convainc pas la population, et c'est vrai. Et moi, moi-même, je ne suis pas convaincu. J'ai lu dans les moindres détails tous les programmes politiques de tous les partis politiques. Pour vous dire la vérité, c'est des chapelets de vœux pieux, dans la mesure où ils ne peuvent même pas, ils n'ont pas la connaissance suffisante du régime, c'est-à-dire des chiffres tels qu'il a, pour pouvoir même faire quelque chose. On a besoin de cette l'offre. La bonne offre, c'est de venir devant le peuple camerounais et dire, écoutez, mobilisons-nous pour une période de transition. Vous êtes là clairement en train de dire au peuple camerounais qu'il n'y a rien de bon à se mettre sous la dent jusqu'ici. Non, nous sommes en train de lui dire qu'en 1992, qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. On lui a proposé un programme de transition qui a pu les mobiliser correctement, et ils sont sortis et ils ont voté en grand nombre. Ils peuvent le refaire aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Mais les partis... Envisageons ce scénario-là. Si au sein de votre alliance ou au sein d'une autre alliance, puisqu'il y en a une multitude à date, un candidat issu de la coalition remporte l'élection et que le système en place proclame le candidat du RDPC vainqueur, qu'est-ce que vous faites? Mais le peuple devra prendre ses responsabilités parce que c'est le peuple qui vote. Donc si on vole votre victoire, le peuple doit prendre ses responsabilités et faire ce qu'il y a à faire. En faisant ce que tous les peuples du monde ont fait quand ils ont en face d'une dictature. C'est-à-dire que si vous avez exprimé votre voix et que vous êtes organisé pour avoir la preuve que vous avez effectivement gagné, alors vous devez faire ce que les autres peuples ont fait. C'est-à-dire que pacifiquement montrer et exprimer votre volonté. Je dois vous dire qu'en 2025, ce que nous prévoyons de faire, ce que j'avais d'ailleurs commencé à faire en 2018, j'avais mis en place un logiciel sur Android que chacun peut télécharger et qui permettrait de faire un décompte parallèle de voix. Malheureusement, cette fois-là, j'avais cru obtenir la collaboration des partis politiques pour que l'on puisse couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Je n'ai pas pu obtenir ça, mais cette fois, en 2025, nous allons le faire dans le cadre du ROC, qui est une organisation non partisane. Nous avons lancé une campagne pour recruter 100 000 volontaires et leur montrer comment télécharger le logiciel, comment l'utiliser, comment est-ce qu'il marche le logiciel. À la fin de la journée, vous téléchargez le logiciel au courant de la journée et à la fin, vous entrez juste le résultat de votre bureau de vote et vous prenez une photo du PV et tout ça se centralise. 30 minutes après, nous avons tous les résultats. Ben, comment c'est possible alors qu'à Mayo, Moscota, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion Internet? Nous avons effectivement intégré tout cela dans les régions où il n'y a ni Internet, on n'a pas besoin d'électricité. Donc aujourd'hui, les petits packs solaires permettent de gérer. Vous avez prévu tout ça? On a prévu tout cela. On a même prévu un système radio pour contourner même Orange et MTN si jamais
Ouais, je veux dire nos opérateurs de téléphonie mobile, oui. voilà, qui elles aussi sont sous le contrôle de l'État et qui Si peut-être jamais à il ce y a moment-là, rupture, vous êtes capable d'être autonome. oui, oui, on est capable d'être autonome, aussi Ça bien en termes semble, d'énergie oui, qu'en termes de connexion, télécommunication. Internet, et voilà. Donc Nous sommes prêts. vous nous dites que celui qui est à Woum est capable de vous donner les résultats d'un Dans bureau la de soirée. vote de manière instantanée pour Je dis au obtenir... peuple camerounais, si vous sortez et que vous allez voter, si vous vous portez, si certains d'entre eux se portent volontaires pour être présents là-bas, téléchargent cette application, nous leur promettons de leur donner les résultats réels de ces élections-là le lendemain. Alors, en 1979, vous avez créé le club d'études et de réflexion sur la culture africaine, le CERSA, le CERCA, et beaucoup ont estimé que c'était un mouvement qui recrutait des clandestins pour les former à la prise du pouvoir de toutes les manières. Est-ce que cette idée, cette formation que vous avez reçue aujourd'hui reste? Est-ce que vous vous dites, de manière tactique et stratégique, nous disposons de toutes les armes pour revendiquer la victoire du peuple? Le ROC a un programme qui s'appelle ABC Démocratie, qui a pour but de donner aux Camerounais qui le souhaitent et gratuitement la formation que nous avons reçue dans les années 1979. Il faut que le peuple comprenne que la liberté, ça s'arrache, quoi. Et que les gens doivent se former, s'engager fortement politiquement, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs comme nous, ayant notre expérience, qui acceptent de la partager avec les jeunes. Donc j'invite les jeunes à aller sur Internet, hein, c'est gratuit, ABC Démocratie, et vous pouvez prendre des cours de formation sur toutes les méthodes de lutte. Que vous voulez créer un parti politique ou une association, que vous voulez organiser une marche ou quoi que ce soit, ça s'apprend, c'est une science et vous devez la connaître. Dans cette alternance systémique que vous proposez dans votre manifeste de la transition refondatrice, vous parlez de la refondation du citoyen lui-même. Oui. Il faut réinculquer de nouveau aux citoyens un certain nombre de valeurs morales, éthiques, de bonnes pratiques de la société. Question, est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui a la maturité et la lucidité nécessaires pour pouvoir revendiquer ce qui lui revient de droit? La lucidité est quelque chose qui est au bout d'un processus. On ne l'a pas au début, mais on n'en a pas une absence totale non plus. C'est-à-dire que le peuple camerounais subit ces dernières années un matraquage dans le sens de la désintégration. C'est-à-dire qu'il y a un retour au langage ethniciste, une francophonie et anglophonie identitaire, c'est-à-dire que des gens se mettent à réclamer sans honte leur héritage culturel colonial et s'y attachent au point de tuer ou de mourir pour cela. C'est une honte quand même, à un moment où toute l'Afrique essaie de se libérer, qu'au Cameroun, nous soyons en train de nous battre ici parce que qui veut garder la culture francophone pendant que l'autre veut garder la culture anglophone. Le retour aux référents ethniques et tribaux, c'est honteux que 60 ans après les indépendances, que nous en soyons là, à ne même pas savoir ce que ça signifie être camerounais et avoir même des jeunes acteurs politiques qui, de guerre lasse, se disent bah, peut-être qu'il faut qu'on entre dans une sorte de fédéralisme de tribus, des affaires comme ça. Moi, je crois qu'un pays, une nation se construit en cherchant les éléments communs que vous avez et en l'inculquant à l'ensemble de la population. On ne construit pas en ossifiant les différences. On ne construit pas un pays en ossifiant les différences. D'ailleurs, lesquelles différences sont essentiellement fausses parce qu'elles ont été inculquées par le colonisateur. Il n'y a pas 256 ethnies au Cameroun. Je suis désolé, il n'y en a pas. Il y a peut-être 3 grands groupes ethniques au Cameroun, lesquels d'ailleurs, pour la plupart, viennent toutes de l'Égypte ancienne. Donc, et ont des similarités culturelles extraordinaires qui ont été démontrées scientifiquement, sur la base de laquelle on peut créer une camerounité
unifiante. Je vous repose cette question autrement. Le peuple camerounais veut le changement, mais est-il prêt pour le changement? Il veut le changement définitivement, mais il va être prêt si les acteurs, si d'abord les individus prennent leurs responsabilités en termes d'engagement et de formation politique, et si les acteurs politiques et sociaux, parce que dans la phase actuelle, les partis politiques ne joueront pas le rôle prépondérant, contrairement à ce que j'en pense. Ce sont les acteurs de la société civile qui, dans une phase comme celle-ci, et dans tous les pays du monde, particulièrement en Afrique, ce sont les organisations non partisanes qui apportent les changements quand on est dans une phase de refondation. Et donc, j'en appelle au peuple camerounais que chacun prenne sa responsabilité. J'en appelle aux leaders politiques qu'ils essaient de taire leur ego. Et je dois vous dire que c'est en train d'avancer plutôt bien, plus que jamais. C'est-à-dire, en 2018, il y avait eu des concertations entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, il y a encore plus de concertations. On se concerte tous les jours. Et j'ai bon espoir que quelque chose en sorte. Il y a une véritable volonté, une véritable prise de conscience que chacun seul va à l'abattoir. Vous êtes donc le principal auteur du manifeste de la transition refondatrice qui repose non pas sur un parti politique puisque vous avez le MDI, mais ça repose sur l'Alliance pour la transition et la refondation, l'ATR. Oui. Et vous parlez... Le manifeste est une œuvre collective. Voilà. J'en suis peut-être le rédacteur final. D'accord, tant mieux. Vous parlez donc d'adhésion inclusive. À date, est-ce qu'il y a des partis politiques qui se sont rapprochés? Est-ce qu'il y a des acteurs qui se sont rapprochés de vous? Oui, l'ATR est la seule alliance aujourd'hui qui a un document qui s'appelle Manifeste, qui définit clairement ses objectifs et ses modes de fonctionnement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on prend les décisions, comment est-ce qu'on les annonce, etc. etc. Et pour rejoindre l'ATR, il faut signer en dessous de ce manifeste, que j'ai pris connaissance du manifeste et que j'adhère à ce qui y est inscrit. Donc, à la date d'aujourd'hui, il y a 20 organisations qui ont signé. Et bon, il y en a peut-être 3 qui n'ont jamais renoncé au contenu du manifeste. Ils ont simplement dit qu'eux, ils voulaient aller organiser des primaires digitales. 3. Mais les 17 autres sont restés fermes dans leur botte. Et nous continuons cette fois à ne pas chercher à ce que des nouvelles personnes signent le manifeste. Nous avons une approche différente. Nous allons vers les autres coalitions en leur disant, écoutez, trouvons le plus petit dénominateur commun et entendons-le là-dessus. Parce que, écoutez, si on s'accorde tous qu'on va aller à Yaoundé, on n'est pas obligé de prendre le même train. Nous allons tous à Yaoundé. Exactement. Vous avez donc proposé cette adhésion inclusive. Le RDPC jusqu'ici, est-ce que vous vous êtes rapproché du RDPC? Non, pas du tout. Je ne pense pas que nous allons le faire. C'est possible de changer le Cameroun sans le RDPC, sans Paul Biya? Par contre, j'ai effectivement, dans le cadre de l'ATR, je fais partie d'une commission qui s'appelle la commission diplomatique. Et nous avons l'intention ces jours d'aller rencontrer le ministre Bello, le ministre Chiruma, pour leur demander de casser leur alliance avec le RDPC. Ça, par contre, ça, c'est des choses qu'on a l'intention de faire. Vous pensez que c'est possible pour eux qui ont été, entre guillemets, chicotés comme vous avez choisi l'exil, ils ont fait la prison, ils sont revenus aux affaires. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui de laisser tomber cette mangeoire pour l'intérêt commun? Ouais, moi, je crois que c'est possible parce que j'ai connu le ministre Bello et j'ai connu Chiruma pendant les années 91. Ce sont des gens qui, contrairement à beaucoup d'autres acteurs politiques, quand ils donnent leur parole, ils la tiennent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Ils ont donné leur parole au président Paul Biya et ils y tiennent jusqu'à date. Oui, mais vous la tenez juste à ce que vous changez d'avis. Et quand vous avez changé d'avis, vous allez vers la personne pour lui dire « j'ai changé d'avis ». C'est-à-dire que quand l'UNDP a décidé de ne pas prendre la voie révolutionnaire, M. Bello m'a appelé et m'a dit « écoutez, moi je suis un prince et il n'est pas de la vocation d'un prince d'être dans l'opposition éternellement. Je veux faire une alliance avec le RDPC. » J'ai respecté qu'il puisse venir me voir et me dire « moi j'ai choisi que maintenant on ne va plus faire chemin ensemble. » C'est ce que je souhaiterais que beaucoup d'acteurs politiques fassent. Si vous avez fait un accord avec quelqu'un,
vous avez le droit de changer d'avis. Mais revenez vers la personne et dites que vous avez changé d'avis. C'est ça qui me conforte dans ma démarche aujourd'hui. Je sais que je peux aller les voir et leur dire, écoutez, la population dans le nord du Cameroun est en train de vous demander de rompre cette alliance. Le peuple camerounais tout entier vous demande de rompre cette alliance parce que c'est une alliance qui donne un avantage indu au RDPC qui a déjà trop d'avantages. Vous ne pouvez pas garder emprisonner la population du Nord dans une alliance qui vous fait de vous des ministres et même des ministres d'État sans pouvoir. On a une occasion de changer le Cameroun, changeons-le ensemble. On change le Cameroun ensemble et jusqu'ici, vous parlez, il y a déjà une dizaine de candidatures déclarées. Oui, et ça ne devrait pas vous gêner, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fin de compte, il y a 0 candidature jusqu'à maintenant. Les seuls moments, il y a des candidatures à la candidature. Il y a des candidats à la candidature. Des candidats à la candidature. Des gens qui émettent le vœu qu'ils souhaiteraient être ce candidat-là. Nous allons attendre que le corps électoral soit convoqué, que des personnes qui peuvent effectivement se présenter, parce qu'il y a beaucoup de fantaisistes parmi les gens qui se déclarent candidats, puissent aller trouver leurs 30 millions, trouver un parti qui les investisse, parce que pour le moment, il n'y a que 18 partis qui peuvent investir quelqu'un. Mais il peut y avoir des candidatures indépendantes aussi. Oui, mais tout le monde sait que ce n'est pas possible d'avoir 300 signatures, donc ce n'est même pas la peine de perdre le temps de ce côté-là. On peut aussi se faire investir par un autre parti politique. Oui, donc c'est ça parmi les 18. Ok, d'accord. Voilà. Donc, si chacun de ces partis investit quelqu'un et trouve les 30 millions pour déposer la caution, alors on va se retrouver avec un nombre réduit d'acteurs et on va continuer le travail de concertation, pas en vue d'arriver à une candidature unique, ça on n'y arrivera pas, mais à une candidature prépondérante autour du projet de refondation. C'est ce qui est recherché. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre déclaration, si vous remportez l'élection au sein de votre alliance et que vos résultats ne sont pas respectés, le peuple devrait prendre ses responsabilités. Oui. Alors, parmi les candidats qui sont déclarés à la candidature jusqu'ici, à votre avis, est-ce qu'il y en a qui ont des profils révolutionnaires? Je ne veux pas faire de commentaires sur les candidats parce que nous sommes dans une phase d'apaisement et de concertation les uns vis-à-vis des autres, mais je peux vous donner le profil de ce que devrait être ce candidat possible président de la transition. Au sein de l'ATR, nous avons dégagé 5 critères. Lesquels? Le premier, c'est d'être de bonne moralité. Le deuxième, d'avoir un bon niveau intellectuel. Le troisième, d'avoir des moyens suffisants de subsistance. Le quatrième, avoir un parcours militant avéré. Et le cinquième, être parfaitement bilingue. Donc, c'était les 5 critères de base. Et à cela, se sont ajoutés d'autres critères additionnels tels que être humble et rassembleur, ne pas être clivant, ne pas avoir été associé à des mouvements tribalistes ou extrémistes. D'autres critères comme ça. Avoir quand même une expérience administrative, parce que vous n'allez pas prendre quelqu'un qui n'a jamais géré une boutique, dit même rien du tout dans la vie et vous le bombardez président de la République. Donc des histoires comme ça, même si c'est pour la période de transition. Donc voilà les critères tels que nous les faisons valoir et nous espérons qu'en discutant, on va finir par trouver la personne. Déjà la condition de 30 millions va éliminer pas mal de gens. Et on se trouve avec une brochette de personnes. Certains d'entre eux vont choisir d'aller seuls. Et d'autres, on peut espérer peut-être 4 ou 5 vont dire, écoutez, on se met ensemble et le peuple va voir le signal et va aller vers ces gens-là. Alors, est-ce que vous avez contacté Cabral Libi? Cabral Libi est membre de l'ATR. Est-ce que vous avez contacté... C'est un signataire, j'ai sa signature ici. Maurice Kamto? On a contacté Maurice Kamto, le MRC, disons, qui a dit qu'ils avaient déjà une alliance et que cette alliance, c'était autour d'une personne et non pas d'un projet. Donc, nous, on travaille sur des projets et non pas des personnes. Vous avez contacté Akere Mouna? Oui, Akere Mouna est un des co-rédacteurs du manifeste. Serge Espoir Matomba? Je l'ai contacté. Il semble pour le moment avoir un projet à lui-même, mais nous continuons de parler. Joshua aussi? Joshua aussi, absolument.
je suis en contact avec Joshua aussi, parce que le SDF, en tant que parti politique, hein, je parle de ses textes, maintenant sa pratique c'est autre chose, mais de ses textes, est le parti de gauche, c'est-à-dire socialisant, qui a le plus de députés à l'Assemblée, et qui donc naturellement devrait être le parti leader de la gauche camerounaise. Et chaque fois, je leur demande de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ça. Bon, j'espère qu'ils vont le faire, parce qu'il faut que la gauche soit structurée, parce que la plupart des partis politiques au Cameroun sont en fait des partis néolibéraux qui ont une idéologie qui n'est pas très, très différente de celle du RDPC, même si parfois ils ne semblent pas le savoir eux-mêmes. Et vous avez contacté Valère Bessala, qui vient de se porter candidat à la candidature. Oui, Valère Bessala a travaillé avec nous dans le cadre du C3. Il a travaillé avec nous dans le cadre du C3 et on va continuer de parler. Si vous écoutez Valère Bessala, il ne dit pas quelque chose de différent de moi. Il dit, je me porte candidat parce que on ne sait pas aujourd'hui qui va être candidat. On ne sait pas. Il y a le pouvoir, donc, d'une part, qui est en train de mettre des bâtons dans le roue à certains candidats. Il se pourrait que ces personnes-là, malgré leur bonne volonté, ne puissent pas se présenter. Il ne faut pas qu'on se retrouve à court. Donc ça ne me gêne pas qu'il y ait plusieurs personnes qui disent qu'elles sont candidats. Ce qui me gênerait, c'est si ces personnes ne se parlaient pas. Or, on se parle. Vous avez suivi cette initiative à Douala, du groupe de Douala, qui a appelé tout le monde et a rendu compte au peuple camerounais des réponses de chacun. On va continuer à travailler. Dès que je reviens à Douala, je vais travailler avec eux et on va continuer de travailler. ATR le fait, plusieurs initiatives pour amener les gens à se parler. J'ai bon espoir qu'on va arriver à quelque chose. Je suis sûr que, en fin de compte, la plupart des acteurs sincères vont arriver à la conclusion qu'il faut qu'on arrive à la refondation par une période de transition qui peut durer n'importe quoi, 2 ans et 4 ans. Alors, en 2018, il y a eu pareil discours, mais au finish, rien n'a changé. L'ordre gouvernant reste le même. Au-delà de ces leviers de géostratégie internationale que vous avez évoqué en début d'émission, cet engouement du peuple à vivre le changement, comment vous réussissez à mettre en application, en œuvre votre stratégie pour renverser la situation? En 2018, vous avez raison, on a essayé. J'ai personnellement essayé. Je me suis rapproché de tous les candidats. Maurice Kamto, Joshua aussi, Cabral Libi. J'ai tout fait pour les amener à travailler ensemble et acquérir. Je dois dire que pour beaucoup de ces candidats-là, c'était une première expérience et c'était un peu difficile pour eux de pouvoir se mettre en retrait. Donc, malgré donc ces efforts-là, chacun voulait aller tester un peu sa force. Et je crois qu'ils ont bien vu que ça n'a mené nulle part. C'est-à-dire des résultats comme 14%, 6%, 3% montrent clairement que ce n'est pas le chemin à suivre. Bon, aujourd'hui, ils sont allés. Parce qu'il faut dire que 2018 voit la naissance de nouveaux acteurs politiques qui viennent là et qui sont véritablement néophytes, quoi. Voilà. Donc je mets l'incapacité à les unir sous le compte un peu aussi de leur inexpérience. Parce que beaucoup de ces gens étaient des nouveaux. Même s'il y avait des gens âgés, comme Maurice Kamto, d'un point de vue politique, il était plutôt un nouveau opposant, quoi. Bien, donc, les Cabral, je peux espérer qu'après 7 ans, que quelqu'un ait pris de la maturité, sinon c'est un problème. Je crois que chacun d'eux a pu voir les limites du one-man show. Ça, là, c'est clair. S'ils ne l'ont pas fait, c'est extrêmement grave. Oui. Alors, Diokam Tchameni, vous êtes basé en Afrique du Sud avec votre famille. Il y a donc exclusion de la possibilité pour vous d'être candidat puisque vous devriez avoir résidé au moins 12 mois au Cameroun. Non, ce n'est pas le cas. Je suis installé au Cameroun. J'ai des activités au Cameroun où je paye des impôts tout à fait régulièrement, tous les mois.
J'ai des activités au Burkina et en Afrique du Sud. Donc, je peux parfaitement me présenter au candidat. Je valide tous les critères, ne vous en faites pas. Mais c'est seulement que je ne suis pas obsédé par ça. Ça ne repose pas sur votre personne. Oui, c'est pas sur ma personne, c'est sur le programme. Toute personne qui adhère à ce programme et qui est candidat aura mon soutien à 100%. Lorsque vous regardez la stratégie du parti au pouvoir au Cameroun aujourd'hui par rapport à l'élection présidentielle, où le ministre de l'administration territoriale exclut dans ses déclarations certaines candidatures, lorsque certains sont privés de manifester et tout cela, est-ce que vous ne vous dites pas c'est reparti l'échec? Bon, vous n'allez pas attendre d'un oppresseur qui vous donne les conditions de son renversement. La balle n'est pas dans leur camp. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils savent faire. C'est tricher, opprimer, etc. C'est maintenant la réponse qui peut être différente. Et j'en appelle encore au peuple camerounais en leur disant, écoutez, c'est vous, les détenteurs ultimes du pouvoir. C'est vous qui ne vous laisserez pas faire. C'est vous qui devez sortir massivement et voter, mais seulement, je les comprends aussi. S'il n'y a pas une offre, si les gens viennent devant eux avec des faux programmes comme les partis politiques là ont, et les embrouillent avec des querelles intestines, ça va poser problème. Il faut que les acteurs politiques sérieux arrivent à la conclusion qu'ils doivent venir avec une offre unique à cette population-là. Et j'ai bon espoir qu'on y va, et je le répète encore, parce que tout le monde, il faut que les gens se présentent. Il faut déjà que ça soit, parce que ça va élaguer, n'est-ce pas, le nombre. On ne sera pas 20 candidatures fantaisistes. On aura peut-être 4 ou 5 candidatures sérieuses. Et là, ça c'est plus facile, avec 4-5 personnes, de travailler et de dire au peuple, ils se sont entendus sur ça. Ils vous demandent maintenant de sortir massivement voter pour la transition. Alors, le peuple camerounais, pour la refondation. Le peuple a quand même une idée du profil qu'il souhaiterait avoir comme troisième président de la République du Cameroun. S'il arrivait que ce profil-là ne passe pas le cap des préliminaires, c'est-à-dire réussir à poser une candidature, réussir à faire valider sa candidature, et que dans l'Alliance, vous n'avez pas le profil que vous avez cité tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On prendra la personne qui va accepter d'aller pour la refondation, d'être un président de transition 2 à 4 ans et de partir à la fin de la transition. Donc cette personne-là qui remplit ça, je suis sûr que le peuple camerounais votera pour lui passivement. Et les autres acteurs politiques lui apporteront un soutien définitif parce que il se dirait, ben, écoutez, dans 2 ans ou dans 3 ans, on pourra rebeloter. Et j'en appelle aux jeunes. Moi, je suis convaincu que la transition politique va être aussi une transition générationnelle. Je crois que le prochain président du Cameroun, après la transition, devrait être âgé entre 35 et 45 ans. Pas plus que ça. C'est important que les jeunes donc se mobilisent. Mais on ne peut pas leur remettre le pays en l'état dans lequel il est. Il faut qu'on passe par une petite période de transition et comme ça, à la fin de la transition, ils se présentent et... Et quel est le profil en termes d'âge de celui qui devrait gérer la transition? Bon, de mon point de vue, je pense que pour une période de transition, ce ne serait même pas convaincant de prendre un jeune homme de 35 ans et lui dire, écoute, viens faire la transition. Il ne maîtrise pas les leviers de la politique. Il ne va pas maîtriser les leviers de la politique et en plus, il n'est pas en fin de vie. Un bon président de transition, un peu partout, c'est des gens qui sont en fin de vie, qui sont en train d'aller à la retraite ou sont même déjà retraités, qui viennent rendre service à la nation et se retirent. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé au Gabon, mais le Cameroun reste le Cameroun. Il y a ces appels à n'en plus finir, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les mouvements et associations qui appellent le président Paul Biya à se reporter candidat à 92 ans. Vous, comment vous appréciez ces appels? Nous, on a vu ça. Vous savez, on a vu ça pratiquement toutes les années. On a vu ça en 1990, quand les gens sortaient pour dire que non au multipartisme précipité.
On a vu ça pratiquement toutes les années. Il y a des gens comme ça qui se déclarent, etc., qui, utilisant les moyens de l'État... Pour vous, c'est un non-événement? Non, ce n'est pas un non-événement. C'est rien de nouveau, je veux dire. C'est rien de nouveau. Mais ça a une portée idéologique quand même. Je ne sais pas. Ne serait-ce qu'en termes de manipulation psychologique, on se dit Paul Biya, c'est le meilleur. La chose qu'il y a, c'est que les difficultés de vie des Camerounais démentent complètement cet engouement-là. C'est-à-dire que des jeunes de 10 ans à 15 ans sortent dans l'extrême nord pour dire qu'ils veulent que Biya se représente, c'est la farce. C'est irréaliste. Et nous avons tous vu dans les réseaux sociaux les billets de 2000 qui se promènent, etc., et qui permettent d'organiser ce genre de manif. Et vous, aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation du Cameroun, le nord-ouest, le sud-ouest, pratiquement 20% du produit intérieur brut dans l'eau depuis bientôt 10 ans, l'extrême nord avec cette guerre qui ne finit pas toujours, puisqu'on a eu des attaques récentes avec des soldats qui sont tombés sur le front. Il y a cette misère ambiante sous laquelle croupissent les Camerounais. Vous leur dites, attendez, l'Alliance vous fera une proposition pour le changement, ou alors vous leur dites, en dehors même de l'Alliance, prenez vos responsabilités. Ce que je leur dis, la crise dans le nord et le sud-ouest ne peut se résoudre que par une refondation du Cameroun. Parce que cette crise-là est précisément le symptôme du malaise fondamental, C'est-à-dire que d'une union qui s'est mal faite et qui n'a pas été traitée correctement, où on a voulu traiter à la légère. Un début, une des missions fondamentales de la période de transition, c'est de permettre aux Camerounais de s'asseoir et de se dire, ça veut dire quoi être francophone, ça veut dire quoi être anglophone, et ça veut dire quoi être camerounais. On doit le définir tranquillement, savoir ce que ça signifie. Est-ce que nous sommes des colonisés? Est-ce que nous sommes des libérés? Est-ce qu'on est des Africains? Est-ce qu'on est des Anglais et des Français? On va le définir et le définir ensemble. La période de refondation est une période où on donne la parole au peuple. L'État camerounais a été créé par un décret de l'État français. J'espère que vous savez ça, en 1957. Les Camerounais ne sont jamais assis, il n'y a jamais eu une constituante au Cameroun. Donc la refondation va permettre de corriger ce genre de choses-là. Et j'ai bon espoir qu'on pourra le faire. C'est ce que nous disons au peuple. Mobilisez-vous autour de la refondation, dites à vos leaders politiques que c'est ce que vous voulez et qu'on se retrouvera à la fin de la transition pour des élections présidentielles à 2 tours, où tout le monde ira au premier tour et les 2 premiers iront au second tour. Revenons justement sur le manifeste de la transition refondatrice que vous proposez. Vous parlez d'une stratégie, n'est-ce pas, de transition, notamment des objectifs à long terme, la voie des urnes qui vous amène à prendre déjà le pouvoir avant de lancer cette transition-là. Est-ce que c'est réaliste? La chose que vous et moi, vous savez que légalement, nous ne pouvons proposer que cette méthode-là. Mais si elle ne marche pas... Et illégalement? Mais si elle ne marche pas, si le pouvoir empêche que la volonté populaire s'exprime librement à travers une élection, il restera au peuple camerounais les options que les autres peuples d'ailleurs ont exercées, qui sont le soulèvement populaire et le coup d'État. Je suis contre le coup d'État, et ça, je le dis tout le temps, je le répète chaque fois. Et si la nécessité s'imposait, ce que je dis, c'est que si les acteurs politiques, aussi bien ceux du pouvoir que de l'opposition, refusent de donner au peuple ce que le peuple donne, à un moment donné, le peuple va faire appel aux éléments patriotiques des forces de défense et de sécurité pour venir mettre de l'ordre. C'est ce qui est en train de se passer partout en Afrique. Donc en réalité, vous n'excluez pas les coups d'État? Ce n'est pas moi qui exclue. C'est l'histoire qui montre le Cameroun, c'est le Cameroun, on a quand même des officiers supérieurs et des officiers généraux qui se sentent plutôt très bien aux côtés de leur chef suprême. Mais s'ils se sentent bien, alors ils ne prendront pas leurs responsabilités. Et le Cameroun va perdurer dans la misère. Je n'ai aucune raison en ce moment de penser que si on mobilise le peuple autour de la refondation, qu'on ne gagnera pas les élections de 2025. Donc, rendez-vous en novembre.
Et ce sera le dernier mot. Dominique Djekam Tchamini, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes homme politique, vous êtes rédacteur du manifeste de la transition refondatrice au sein de l'Alliance pour la transition refondatrice au Cameroun. Vous attendez donc cette adhésion inclusive des divers acteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, changer le Cameroun à partir d'octobre 2025 avec une transition. Nous vous souhaitons donc bonne chance dans votre mouvement. C'est donc terminé pour ce tout premier numéro de Sans Tabou. Nous vous retrouverons, moi et toute notre équipe rédactionnelle, toute notre équipe de production pour un autre numéro de Sans Tabou. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.